Syndicat de police, SGP Police FO, merci d'être avec nous ce matin pour cette édition spéciale. D'abord, j'imagine votre émotion ce matin. Oui, bien sûr, la première réaction, c'est cette immense tristesse et c'est cette pensée très forte pour les proches, pour la famille, pour les collègues de ces deux policiers qui ont été assassinés, pour ce petit garçon qui a perdu ses parents en quelques heures. Et puis une émotion, une colère et une crainte aussi, parce qu'on savait que les policiers étaient une profession qui était menacée. On nous l'avait dit. On avait eu des attaques, je pense à celle du 18e arrondissement, je pense à Jouer les Tours. Mais là, c'est la famille, c'est le domicile. Alors, on va venir dans un instant, si vous le voulez bien, sur effectivement cette menace terroriste et qui s'est à nouveau concrétisée hier soir. Mais sur le déroulement des faits, est-ce que vous avez de nouveaux éléments, de nouvelles informations sur ce qui a pu se passer hier à Magnanville? J'ai pas d'éléments précis sur le déroulé des faits et en plus c'est au procureur qu'il intervient de communiquer là-dessus. En tant que policier, j'ai un devoir de réserve par rapport à ça. Mais on a une reconstitution qui a été rendue publique et ce qu'on dit également du profil et de la localisation de l'agresseur laisse penser à cette piste locale et à ce repérage local qui permet d'attaquer ces deux policiers. Alors, restez avec nous. Et, évidemment, Roger Marion est aussi sur ce plateau, ancien chef de la division nationale antiterroriste. Mais on va repartir tout de suite pour Magnanville. Hein. Oui, et plus précisément le commissariat des Mureaux, puisque c'est là qu'était en poste ce commandant de police qui a été violemment assassiné hier. Audrey Pulvar, vous êtes sur place pour iTélé. Là-bas aussi, bien sûr, on l'imagine et on comprend, l'émotion est toujours très forte. Évidemment, beaucoup d'émotions sur place, le choc, l'effroi, la stupéfaction. C'est surtout la stupéfaction en fait qui domine. On a l'impression d'un état de sidération de la part des collègues de cet homme qui sont dans le commissariat, ce commissariat des Mureaux, un commissariat où ce commandant de police était très apprécié, très aimé, considéré comme un professionnel, un collègue qui était donc beaucoup en contact avec les équipes. Il y a environ 150 policiers, en tout cas l'effectif de ce commissariat sur place. Ils ne sont pas tous là au moment où je vous parle, hein, d'autant plus que les faits se sont produits pendant la nuit, donc c'était les équipes de nuit qui étaient en place, mais ils arrivent petit à petit et pour le moment ils sont vraiment dans un état de choc. J'ai posé la question à l'un d'entre eux de savoir s'il y avait une commémoration de prévu, un moment de silence, un moment de recueillement, de rassemblement. Pour l'instant il n'est pas en mesure de répondre à cette question parce qu'il est vraiment sur des considérations bien différentes de celles-là. On s'attend à l'arrivée de Bernard Cazeneuve d'un instant à l'autre. Question posée aux collègues de ce commandant de police assassiné à son domicile hier. Est-ce que dans le quartier des Mureaux, dans la ville des Mureaux où il travaillait, il y avait des menaces particulières? Est-ce qu'il avait fait lui-même l'objet de menaces? La réponse est non. Est-ce qu'il a des problèmes particuliers de rapport entre la police et la population ou liés à des questions de djihadisme? La réponse est non. Donc, pour les collègues de cet homme, c'est vraiment l'incompréhension qui demeure. Sur place, les choses sont assez calmes, la ville se réveille, les volets sont encore fermés devant moi, mais on imagine que la population viendra probablement rendre hommage à cet homme qui était donc très aimé, qui opérait en civil tous les jours avec la population des Mureaux, et on imagine donc que cette population sera sensible à ce qui s'est produit. Beaucoup, Audrey Pulvar. Roger Marion, vous êtes avec nous en plateau. Je rappelle que vous avez dirigé la division nationale antiterroriste. Est-ce que ce qui s'est passé hier soir à Magnanville, c'est inédit en France? Est-ce que cet acte-là est inédit? Disons que l'assassinat, cette tuerie au domicile d'un représentant de l'État, d'un membre des forces de l'ordre, c'est inédit. C'est inédit sur ce mobile, sur ce motif, disons si la qualification terroriste persiste au long de l'enquête et de l'instruction. Ce qu'il y a, c'est que ça sous-entend bien évidemment, comme ça a été dit, un repérage, et ce qui est ignoble, c'est qu'on a affaire que du côté des victimes à des gens qui sont vraiment
mêlés dans la population, qui sont au service de leurs concitoyens au quotidien, dans des situations, dans des quartiers difficiles, avec une mission extrêmement difficile, et ce sont ces gens-là qui sont aujourd'hui victimes. Et d'où malheureusement peut-être les facilités de repérage, de renseignements qui ont été faites, et peut-être la connaissance, le lien qu'il a pu y avoir ou qu'il peut y avoir entre l'auteur et les victimes. Nicolas Comte, qu'est-ce que ça vous inspire, ce que dit Roger Marion à l'instant, cette espèce de menace fantôme? C'est terrible, et ça va être très lourd sur les épaules de mes collègues, parce qu'effectivement, quand on travaille dans un commissariat de police de sécurité publique, qu'on est commandant, on se cache pas, au contraire, on fait des interventions, on est en relation avec le public, et on prend pas de précautions particulières, même si ces derniers mois, forcément, justement, il y avait une vigilance. La question que je voulais vous poser, est-ce que vous étiez préparé, conditionné à ce type d'attaque? Alors, je pense pas assez, mais en même temps, c'est très compliqué. C'est-à-dire qu'après les attaques de Charlie Hebdo, le ministre de l'Intérieur nous a dit les policiers font partie des cibles numéro 1 de l'État islamique et des islamistes radicaux. À partir de là, nous avons réclamé des mesures. On en a obtenu une notamment, qui est le port de l'arme de manière permanente, en tout lieu, en tout temps, sur le territoire national pendant la durée de l'état d'urgence. Il faudra d'ailleurs que ça soit... Il est en civil, par ailleurs. On ne sait pas, mais effectivement... le policier, lorsqu'il est attaqué hier soir, est-ce qu'il était je ne sais pas armé? Je ne sais pas s'il avait son arme, mais il aurait pu l'avoir. Mais vous savez, quand il y a un acte comme le 13 novembre, tout ça, dans les jours qui viennent, dans les jours qui suivent, vous êtes beaucoup plus vigilant. Et puis au bout d'un moment, il y a cette routine quand on rentre chez soi. Et forcément, quand on rentre chez soi, quand on arrive à son domicile, quand on va retrouver sa femme, quand on va retrouver son fils, eh bien à ce moment-là, il y a une vigilance qui diminue. On arrive normalement dans ce qui doit être un havre de paix, et on ne peut pas être sur les gardes 24/24. Donc en bénéficiant de l'effet de surprise, on peut passer à l'acte. Jean-Michel de Cugy. Écoutez, c'est quelqu'un qui était quand même connu des services de police, puisque non seulement il avait été condamné dans le cadre d'une filière, mais selon mes informations, il faisait l'objet d'une autre enquête judiciaire de la part de l'antiterrorisme, parce qu'il était en relation avec quelqu'un qui était parti en Syrie. Dans le cadre-là, d'une enquête très concrètement, ça veut dire qu'on le suit. C'était qu'il y avait une enquête. Non, on est dans une enquête judiciaire. Monsieur Marion pourra le dire mieux que moi, puisqu'il a été à la tête de l'antiterrorisme. C'est des écoutes téléphoniques, ça peut être des filatures. C'est une enquête, si vous voulez, sur commission rogatoire, menée par un juge d'instruction qui avait saisi la sous-direction de l'antiterrorisme. Donc, on est quelqu'un qui faisait l'objet vraiment de suivi, et qui, vous savez, vous avez des renseignements, et puis ensuite, vous les judiciarisez, et en fait, il faut des éléments pour aller arrêter quelqu'un, un terroriste, un suspect, et le placer en garde à vue, ensuite pour le mettre en examen, etc. C'était ce cas qui était... Les policiers étaient en train de recueillir ces éléments pour essayer de placer en garde à vue cette personne et le mettre en examen. Roger Marion, ça veut dire que c'est pas adapté finalement à la menace qui... Non, mais dans cette information, il y a quelque chose de très important. C'est que, d'une part, il avait été identifié, déjà condamné, et qu'il avait, disons, rétabli tous ses contacts avec les réseaux de l'État islamique, donc de l'organisation terroriste, et c'est ce qui explique, à mon sens, la rapidité de la saisine. Comme s'il faisait l'objet d'une enquête judiciaire, c'est ce qui explique la rapidité de la saisine par le parquet antiterroriste, bien que, comme l'a dit le procureur du lieu, les circonstances de fait, indépendamment de la revendication, comme ça a été dit précédemment, ne permettent pas une qualification dans l'immédiat terroriste. Alors, nous partons tout de suite pour l'Élysée. Nous retrouvons Camille Langlade. Dans quelques instants, va se dérouler une réunion d'urgence en présence de François Hollande. Bien sûr, je crois que le ministre de l'Intérieur vient d'arriver, Camille. Oui, absolument. Bernard Cazeneuve a pris de l'avance pour s'entretenir en tête-à-tête avec le président de la République, suivi quelques minutes après par le ministre de la Justice, Jean-Jacques Urvoas. On attend encore ici dans la cour de l'Élysée d'un instant à l'autre l'arrivée du Premier ministre Manuel Valls, qui a tweeté ce matin réaction contre à cet attentat, cet acte abominable. Ce sont les mots du communiqué de l'Élysée. Matignon qui n'hésite plus à parler de terrorisme. Il faut combattre la peur, combattre
combattre le terrorisme, puisque Matignon se base sur les éléments de la nuit, l'autosaisie du parquet antiterroriste et puis la revendication de l'organisation État islamique, revendication particulièrement rapide, note-t-on, dans l'entourage du Premier ministre. L'Élysée, pour l'instant, a publié un communiqué tard dans la nuit, un petit peu avant 2 heures du matin, pour condamner cet acte abominable. Il s'agit, lors de cette réunion, de tenter de comprendre dans un premier temps ce qui s'est passé, d'en savoir un petit peu plus sur le profil de l'assassin, du meurtrier de ce couple de policiers. Et puis, cette réunion extraordinaire, sitôt dans la matinée, cela montre toute l'importance que l'Élysée donne à cet acte perpétré dans les Yvelines. Ce n'est pas tous les jours, commentait un conseiller de François Hollande, qu'un couple de policiers, que 2 policiers sont assassinés de la sorte devant leur domicile, devant évidemment leurs enfants et attaqués dans leur intimité, dans leur vie privée. Pour l'instant, donc à l'Élysée en tout cas, on ne parle pas de terrorisme, même si cela ne fait plus guère de doute, indique-t-on là encore dans l'entourage du couple exécutif. Il s'agit aussi de maintenir bien évidemment un niveau de sécurité maximal, tenter de rassurer la population après ce qui s'est passé. L'agenda de François Hollande pour l'instant n'est pas modifié. Il doit se rendre un petit peu après cette réunion, vers 9 heures du matin à l'OCDE dans le 16e arrondissement pour participer à une réunion sur la lutte anticorruption. Et bien sûr, dans ce cadre international, François Hollande, qui doit prononcer un discours, prendra probablement la parole pour réagir à ce qui s'est passé cette nuit, ce double meurtre dans les Yvelines. Merci beaucoup Camille Langlade. Et donc cette réunion, on le rappelle, à l'Élysée, qui doit débuter dans les toutes prochaines minutes. Roger Marion, je voulais qu'on revienne avec vous sur un point très précis. Jean-Michel de Cugis nous disait que l'assaillant faisait actuellement l'objet d'une enquête de la sous-direction antiterroriste, vous qui avez dirigé l'antiterrorisme. Concrètement, c'est quoi une enquête de la SDAT ? Bien, comme ça vient d'être dit, c'est une enquête qui consiste à observer, à surveiller les personnes et à établir dans une procédure pénale écrite tous les éléments qui peuvent constituer, en l'occurrence le délit d'association de malfaiteurs terroristes. Mais comment ce délit est caractérisé ? Eh bien, tout simplement parce qu'il faut qu'il y ait l'établissement du projet criminel ou délictuel. Et le projet criminel, ça peut être, avec l'évolution de la législation qui a été faite, le départ sur un terrain de guerre comme la Syrie ou l'Irak, ou le retour et toutes les relations. C'est pas parce que on assure et on établit qu'il y a des relations entre des personnes qui sont connues ou soupçonnées d'appartenir à une organisation terroriste, tant que ce projet criminel n'est pas matérialisé, concrétisé, et qu'on ne peut pas déceler le passage à l'acte, l'imminence du passage à l'acte, les possibilités d'interpellation sont quand même assez réduites. Merci beaucoup Roger Marion, il est 7h46. Si vous nous rejoignez à l'instant sur iTélé, on va vous rappeler très précisément ce qui s'est passé cette nuit dans les Yvelines. Amandine. À Magnanville, précisément, un homme se réclamant de l'État islamique a sauvagement assassiné un couple de policiers hier soir. L'homme, d'abord un commandant de police de 42 ans qui était en poste au Mureau, tué au couteau devant chez lui. Sa compagne a été retrouvée morte 3 heures plus tard après l'assaut du raid. Kinson. Le raid est arrivé très rapidement. Alors que le porte-parole du ministère de l'Intérieur fait un point sur la situation. Avec l'individu. Des détonations retentissent. Il est minuit, l'assaut vient d'être donné. Le raid a négocié pendant 2h30 avant d'abattre le forcené. 20h30, l'homme agresse un commandant de police et le poignarde à 9 reprises devant chez lui à Magnanville. L'enquête commence, nous n'avons aucun élément sur les sérieux, sur les motivations de ce geste. Et pour l'instant, nous travaillons donc sur les qualifications de droit commun, d'assassinat, tentative d'assassinat, séquestration, etc. Après le meurtre, l'assaillant s'est immédiatement retranché dans la maison de la victime. Il tue la femme du commandant. En revanche, le fils du couple âgé de 3 ans, sous le choc, est retrouvé vivant par les policiers après l'assaut. Il a été pris en charge par les équipes médicales. Une enquête est ouverte pour connaître les motivations du tueur. Le parquet antiterroriste a été saisi. À Magnanville, où l'on retrouve tout de suite l'un des envoyés spéciaux d'ITélé, Julien Cholin. Julien, le quartier est toujours bouclé ce matin.
Oui, vous le voyez derrière moi, ce périmètre de sécurité qui a été installé il y a bientôt 3 heures. 50 mètres plus loin se trouve le domicile de ce commandant de police assassiné cette nuit. Le domicile qui a été donc investi par les agents de la police judiciaire et de la police scientifique qui ont travaillé toute la nuit. Ils ont installé hier soir plusieurs tentes dans l'allée, des tentes dans lesquelles on pouvait voir les silhouettes de ces agents travailler durant toute la nuit avec au sol des plots oranges. C'est donc dans cette allée que ce commandant de police a été assassiné. Alors, d'après ce que nous avons pu apercevoir ce matin, les installations de la police judiciaire ont été rangées. Il me semble que les agents de la police judiciaire aient fini leur travail, mais le périmètre reste bouclé. Ce matin, peu de curieux, pas beaucoup d'habitants, à peine quelques-uns sont passés ici derrière moi. Ils n'ont pas souhaité faire de commentaires, mais hier soir, ils nous confiaient leur peur durant ces coups de feu échangés peu après-midi lorsque le raid a donné l'assaut. Merci beaucoup Julien Cholin en direct de Magnanville. Il est 8h moins 10. Nous accueillons Éric Ciotti dans cette édition spéciale sur iTélé. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes député des Alpes-Maritimes, président du département des Alpes-Maritimes également, ainsi que secrétaire général adjoint des Républicains. Tout d'abord, un sentiment, un commentaire sur cet acte qui a été commis hier soir dans les Yvelines. Naturellement, les mots sont vains en ces circonstances, mais c'est un sentiment d'effroi, de terreur. Je pense à ce petit enfant de 3 ans qui a été le témoin de cette scène d'horreur. Je pense aux policiers, à leur courage, et c'est à eux que je veux rendre hommage en cet instant, parce qu'ils sont en première ligne dans cette guerre. Voilà, nous sommes en guerre, ça a été dit, ça a été répété, et en première ligne de front, il y a nos policiers et nos gendarmes qui font un travail exemplaire, qui sont sous pression depuis 1 an et demi, mobilisés sur tous les fronts, sur la protection des Français, sur beaucoup d'autres sujets, c'est aussi d'ailleurs une des problématiques. Voilà, il y a cette situation, donc en cet instant, je veux rendre hommage aux policiers, penser à la famille de ces 2 policiers et à ce petit enfant qui les symbolise et qui a été la victime de cette horreur, de cette terreur. Qui est choqué et indemne, je le rappelle, ce petit garçon de 3 ans. Merci au RAID de l'avoir sauvé, parce que c'était important aussi, quoi. Alors c'est un rappel d'une brutalité inouïe, que cette menace terroriste en fait, est toujours aussi présente en France. Nous le savons, ça fait maintenant plusieurs années que la France est sous pression, qu'elle est une cible privilégiée. Le directeur général de la sécurité intérieure, M. Cavard, disait à l'Assemblée nationale il y a 3 semaines environ que nous étions sous une menace maximale, que nous restions la première cible au monde, une des premières cibles au monde, et que la question n'était pas de savoir s'il allait y avoir d'autres attentats, mais quand et où et comment. Nous y sommes, et malheureusement nous savons que ça va durer, donc il faut réagir avec d'autres outils, d'autres idées, parce que nous sommes en guerre, ça tout le monde est d'accord, tout le monde le dit, le président de la République l'a dit, mais nous n'utilisons pas les outils de la guerre pour lutter contre le terrorisme. Alors, on va y venir dans un instant. Je voudrais qu'on écoute ensemble Jean-Michel de Cugis, qui est notre spécialiste police-justice, encore une fois pour tous ceux qui nous rejoignent à l'instant sur iTélé. En fait, on sait déjà beaucoup de choses sur l'homme qui a attaqué ce couple de policiers hier soir. On sait son âge. On sait son nom, Larossi Abala. 25 ans. Larossi Abala. Voilà, quelqu'un qui est de Mantes-la-Jolie, originaire de Mantes-la-Jolie dans les Yvelines, quelqu'un qui a grandi dans une cité, qui est connu pour des faits de petite délinquance, des vols, des violences, de recel, pour profil classique, et qui a basculé dans la radicalisation, condamné en 2013 par le tribunal de Paris à 3 ans de prison, dont 6 mois avec sursis et 2 ans de mise à l'épreuve. Il a été condamné dans le cadre d'une filière djihadiste pakistanaise. Certains de ses complices s'étaient fait arrêter à Kaboul alors qu'ils étaient partis pour être dans un groupe armé. Lui était resté, n'est pas parti là-bas, mais a été arrêté là. Et depuis sa sortie de prison, depuis quelques semaines, il faisait l'objet d'une enquête de la sous-direction de l'antiterrorisme, parce qu'il était dans la mouvance d'un homme qui était parti en Syrie. Honnêtement, c'est ce qui pose problème ce matin, lorsqu'on découvre, encore une fois, le pédigré de cet homme et effectivement cette enquête qui le visait depuis quelques semaines. On se demande comment ce drame a pu se produire. Quelle est votre réaction? Ma réaction, elle est fidèle à ce que je dis depuis 4 ans à l'Assemblée nationale, c'est-à-dire que ces personnes
doivent être placés en centre de rétention. Ils ne peuvent pas aujourd'hui continuer à être dans une situation de totale liberté, alors que nous savons que les services de renseignement savent, que les services judiciaires, manifestement dans ces circonstances, connaissent leur dangerosité. C'est un principe de précaution qu'il faut appliquer. Est-ce que la loi permet ça ou pas ? La loi ne le permet pas. Voilà. Très clairement, la loi ne permet pas. On s'est confondu pendant des mois sur le débat sur la nationalité, sur la déchéance de nationalité. Ce qu'il faut faire, c'est ce que je réclame. J'ai déposé de multiples amendements dès 2012, la loi terroriste, pour qu'il y ait des centres de rétention, très clairement, comme pour les malades psychiatriques. Dans notre pays, quelqu'un qui est atteint d'un trouble psychiatrique qui constitue une menace peut être placé dans ce qu'on appelle une procédure d'hospitalisation d'office. Ce sont les préfets ou les maires. C'est une procédure administrative. Donc moi, je demande qu'il y ait ces centres de rétention, qu'on place ces personnes dans des centres de rétention. Aujourd'hui, il y a... C'est combien de personnes, selon vous ? Quelques centaines qui présentent une dangerosité maximale. Il y a 11 000 personnes dans le FSPRT, c'est le nouveau fichier qui est classé secret défense, qui a été créé il y a quelques mois, fichier des signalés pour la prévention de la radicalisation terroriste. 11 000 personnes. Il y a 10 500 personnes fichées S. Il y a là-dedans environ 1 millier qui sont suivis par la DGSI, qui sont ce qu'on appelle le haut du spectre, qui représentent une dangerosité forte. Ces personnes, aujourd'hui, il doit y avoir un principe de précaution, on doit les placer dans une situation de rétention. Ils ne peuvent plus être en liberté parce qu'ils constituent une menace. Et ça, on n'arrive pas à franchir ce cap psychologique parce que chaque fois, vous savez, il y a un attentat, donc là, ce matin, aujourd'hui, il y a une émotion. Le gouvernement va annoncer des mesures, réaction. Et puis après, il y a la banalisation. Émotion, réaction, banalisation. On l'a vu, nous sommes en état d'urgence aujourd'hui. Qui le sait ? L'état d'urgence, il y avait 3 mesures. Les perquisitions administratives, ça a été annulé. La durée, c'était 6 mois. Ça va s'arrêter le 20 juillet. Donc on va nous demander de voter à nouveau une loi parce qu'il y a eu cet attentat. Alors que par 3 fois, j'ai demandé à l'Assemblée nationale qu'on reste en état d'urgence. Et la 3e mesure, c'est l'interdiction des manifestations. Il n'y a jamais eu autant de manifestations en France depuis l'état d'urgence, qui mobilise des dizaines de milliers de policiers alors qu'ils pourraient être mobilisés ailleurs pour la protection des Français. Et en plus, il y a l'euro. Donc on est dans une situation où il y a une forme de banalisation. Alors là, on va voir aujourd'hui l'agitation du président de la République, tout ça. Et puis après, la pression retombe. Donc il faut changer de paradigme, il faut changer de cadre. On est en guerre et il faut utiliser les outils de la guerre pour lutter contre le terrorisme. Comment faire concrètement? Les prisons débordent. Alors est-ce qu'il faut ouvrir des camps? Est-ce qu'il faut recycler des casernes? D'autant que des centaines de combattants partis vont peut-être revenir quand les événements là-bas sur place vont évoluer. Et deuxièmement, pour combien de temps on les met en rétention? C'est Guantanamo, on est parti pour 15 ans? Ou il va falloir après les remettre dans la société civile? Moi, les mots que vous utilisez me gênent pas. Ce qu'il faut, c'est protéger les Français. Vous savez, tous les Français peuvent être des cibles. Aujourd'hui, les 66 millions de Français, une foule, bien sûr les policiers en première ligne, ceux qui portent un uniforme qui constitue l'autorité de la République sont des cibles. Donc on ne peut pas protéger 66 millions de personnes en permanence. En revanche, on sait que de l'autre côté, il y en a 1 millier ou plusieurs centaines qui peuvent passer à l'acte. À Nice, vous avez un endroit où on peut mettre en rétention? C'est là où il faut concentrer les moyens. Les lieux de rétention, on peut les trouver. Vous savez, si on se donne les moyens d'un État fort, il y a des casernes, vous le soulignez, il y a des lieux, donc il faut le faire. Vous rappelez quelque chose de très juste. Aujourd'hui, on est en train de gagner la guerre territoriales, sans doute. Les grandes puissances internationales, et surtout grâce à la Russie, sont en train de gagner la guerre contre l'État islamique. À Raqqa, en Syrie, à Mossoul, en Irak, à Sirte, en Libye, la revendication territoriale du califat s'arrête. Ça veut dire que désormais, il y a une autre stratégie de l'État islamique, c'est de frapper partout, de façon diluée, d'envoyer des combattants partout pour avoir une pression médiatique alors qu'ils ne peuvent plus avoir cet État. Donc ça devient de plus en plus dangereux. Deuxième mesure, il faut très clairement arrêter de laisser rentrer sur notre territoire des flux de personnes qui présentent des risques. Donc le contrôle aux frontières, là aussi, il est fictif désormais. Il faut le rétablir, il faut arrêter avec des flux de migrants qui chaque fois présentent des risques parce qu'on sait qu'il peut y avoir une infiltration. J'aimerais, Nicolas Comte est avec nous, je rappelle, il représente l'un des plus grands syndicats de police. Sur la question importante soulevée par Éric Ciotti, effectivement, de ces manifestations, de cet Euro 2016 qui n'en est qu'à ses tout début, est-ce que
les forces de l'ordre sont aujourd'hui en état, en ordre de bataille. Vous savez, hier soir, avant d'apprendre cette affaire terrible, j'étais consterné parce que j'apprenais que les taxis voulaient bloquer la capitale. C'était prévu ce matin. Je crois qu'à un moment donné, effectivement, si on est en état d'urgence, il faut que le terme état d'urgence il dise quelque chose. Et on ne peut pas passer son temps à considérer que les policiers font un excellent travail, à rendre hommage aux policiers, à dire les policiers sont fatigués, et dans le même temps, ne rien faire pour les soulager. Ne rien faire des choses pour les soulager, c'est effectivement utiliser les dispositifs de l'état d'urgence pour mettre fin à Nuit debout, qui aurait dû être fait depuis très longtemps, parce qu'il faut que les gens s'expriment, mais une fois qu'ils sont exprimés quelques jours, eh ben, il y a des intérêts supérieurs qui nécessitent qu'on fasse souffler les policiers, et c'est qu'on interdise un certain nombre, effectivement, de manifestations. Je ne dis pas tout interdire, mais à un moment donné, il faut faire des choix, parce qu'il faut permettre à mes collègues de pouvoir se concentrer sur ce qui est le plus dangereux et sur ce qui est le plus urgent. Alors, restez avec nous, Éric Ciotti, Nicolas Comte, Christophe Barbier, Amandine Bégaud, bien sûr, toute la rédaction mobilisée ce matin sur iTélé pour vous informer sur ce qui s'est passé donc hier soir à Magnanville. Il est 8h.